Bienvenue à la séance d'information virtuelle Ablation cardiaque, à quoi vous attendre à l'Institut de cardiologie d'Ottawa. Ce webinaire a pour but de vous expliquer l'ablation et de vous préparer à l'intervention. Nous allons parler des sujets suivants: le système électrique du cœur, les différents types d'arythmies cardiaques, ce qui vous attend avant, pendant et après l'ablation. Le cœur est formé de 4 cavités. Les 2 cavités supérieures sont appelées les oreillettes. Les 2 cavités inférieures sont appelées les ventricules. Le cœur est un muscle qui agit comme une pompe pour faire circuler le sang dans l'organisme. Il fonctionne en circuit fermé avec les poumons. Le sang bleu, qui contient du dioxyde de carbone, est envoyé vers le côté droit du cœur par les veines, où il est pompé vers les poumons. Le sang se débarrasse du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone est ensuite expiré. Le sang fait le plein d'oxygène dans les poumons et retourne vers le côté gauche du cœur qui propulse le sang oxygéné dans le reste du corps par les artères. La fonction du pompage du cœur est régulée par des impulses électriques, un peu comme une bougie dans une voiture. Les impulses sont générés par le nœud sinusal, le pacemaker naturel du cœur. Elles se propagent comme des ondes à la surface de l'eau et entraînent la contraction des 2 oreillettes. Les contractions des oreillettes expulsent le sang vers les ventricules. Les impulses électriques poursuivent leur course jusqu'au nœud auriculo-ventriculaire, lequel se sépare en 2 branches. Les impulses électriques sont transportés vers les 2 ventricules. Ceci permet les ventricules de se contracter en même temps et propulse le sang vers les poumons depuis le côté droit et vers le corps depuis le côté gauche. C'est comme ça que le cœur arrive à battre efficacement. Vous trouverez ces explications dans les guides d'intervention des patients et des familles, ablation complexe et ablation standard. L'arythmie est un rythme cardiaque irrégulier ou anormal causé par une perturbation du système de conduction électrique du cœur. Voici 2 termes à connaître: examen électrophysiologique et ablation. Un examen électrophysiologique ou étude électrophysiologique est un type d'intervention réalisé pour certains types d'arythmies afin de trouver la source du problème. Les médecins utilisent des cathéters électrophysiologiques qui sont des petits tubes flexibles pour provoquer l'arythmie et voir par où passent les signaux électriques dans l'oreillette droite. L'ablation consiste à appliquer une source d'énergie, chaude ou froide, pour détruire les cellules cardiaques anormales qui causent l'arythmie et ainsi la faire cesser. Certaines personnes sont atteintes d'arythmie supraventriculaire. Le mot supraventriculaire signifie au-dessus des ventricules. Ça veut dire que l'arythmie prend naissance dans les cavités supérieures du cœur, les oreillettes. Ce type d'arythmie comprend la tachycardie supraventriculaire ou la TSV, la fibrillation auriculaire et le flutter auriculaire. En général, ce type d'arythmie ne met pas votre vie en danger, mais il peut perturber la circulation sanguine et causer des malaises ou symptômes plus graves. Parmi les symptômes, un rythme cardiaque rapide, des palpitations ou des coups dans la poitrine, essoufflement, étourdissement, douleur ou serrement au niveau de la poitrine. Certaines personnes n'ont aucun symptôme. Ces symptômes peuvent durer quelques secondes ou beaucoup plus longtemps. Il y a 3 types de TSV: la tachycardie par réentrée nodale auriculo-ventriculaire, la tachycardie par réentrée auriculo-ventriculaire ou le syndrome de Wolff-Parkinson-White et la tachycardie auriculaire. Parfois, l'électrocardiogramme permet de déterminer
le type de TSV dont vous souffrez. Mais si ce n'est pas le cas, vous passerez un examen électrophysiologique avant l'ablation afin de localiser la source de l'arythmie. La tachycardie par réentrée nodale auriculo-ventriculaire, les impulses électriques sont captés par des fibres excédentaires entourant le nœud AV, ce qui les amène à tourner rapidement autour de ce nœud, causant aussi une accélération de fréquence cardiaque. La tachycardie par réentrée auriculo-ventriculaire ou Wolff-Parkinson's-White, ces personnes sont nées avec une voie de conduction électrique supplémentaire qui lie les oreillettes au ventricule, mais qui contourne le nœud AV. Lorsque les impulses électriques empruntent cette voie supplémentaire, elle peut causer des battements cardiaques très rapides. La tachycardie auriculaire, les impulses électriques sont générés dans une autre partie de l'oreillette plutôt que dans le nœud sinusal. Se caractérise par une fréquence cardiaque trop rapide, de 100 à 250 battements par minute. La fibrillation auriculaire. Les signaux électriques anormaux prennent naissance dans les veines pulmonaires. Au lieu de se contracter normalement, les oreillettes ne font que frémir ou palpiter. L'ablation de la fibrillation auriculaire fibre les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. On crée une cicatrice à l'aide d'un cathéter spécial pour former une barrière contre les signaux anormaux. L'ablation ne guérit pas la fibrillation auriculaire, mais vise à réduire la fréquence et la gravité des symptômes. Le taux de réussite dépend de l'évolution de votre arythmie. Une deuxième ablation est parfois nécessaire. Le flutter auriculaire est similaire à la fibrillation auriculaire, mais il est moins courant. Dans le flutter auriculaire, les impulses électriques générés dans les oreillettes en direction du nœud AV tournent en boucle. Il se reconnaît au motif en dents de scie sur les électrocardiogrammes. Il y a deux types de flutter auriculaire, typique qui est localisé dans l'oreillette droite et atypique qui est localisé dans l'oreillette gauche. Certaines personnes sont atteintes d'arythmie ventriculaire. La différence entre une arythmie supraventriculaire et une arythmie ventriculaire, l'arythmie ventriculaire prend naissance dans les ventricules, les cavités inférieures du cœur, qui expulsent le sang à l'extérieur du cœur. Les contractions ventriculaires prématurées, ou les CVP, sont des battements prématurés venant des ventricules. Ceci est lorsqu'il y en a moins de 3 battements de suite. Ceci ne nécessite généralement pas de traitement, à moins que les symptômes soient très prononcés. La tachycardie ventriculaire, c'est plus dangereux parce que les battements sont tellement vite, parfois au-dessus de 200 battements par minute, qu'il ne peut pas envoyer le sang correctement dans le restant du corps. Les symptômes sont étourdissement extrême, évanouissement et parfois un effondrement. Certains d'entre vous se sont fait prescrire des médicaments pour traiter leur arythmie. Mais après avoir vu leur spécialiste, ont opté pour l'ablation ou considèrent une ablation. Comprendre l'ablation. Il y a 2 types d'ablation, standard et complexe. Les différences sont liées au type d'arythmie, le site d'insertion, la technologie utilisée, le type d'anesthésie et la durée de l'intervention. L'ablation standard est utilisée pour les flutters auriculaires typiques, les arythmies supraventriculaires, les tachycardies auriculaires du côté droit et les ablations du nœud AV. Le site d'insertion, c'est généralement du côté droit. C'est de la sédation consciente. La procédure, elle est 2 à 3 heures et c'est le congé la même journée. Pour l'ablation complexe, c'est utilisé pour la fibrillation auriculaire, le flutter auriculaire atypique, les tachycardies auriculaires du côté gauche et les tachycardies ventriculaires. Parfois,
Ils vont prendre le site d'insertion d'un côté, le côté droit, et parfois les deux N. L'anesthésie, c'est général. La procédure, elle est environ de 4 à 6 heures et généralement le congé la même journée. Certaines personnes doivent passer la nuit à l'hôpital après l'intervention, mais si c'est votre cas, votre médecin vous le dira à l'avance, si possible. À noter, il y a parfois des exceptions. Certaines ablations complexes se déroulent sous sédation consciente et certaines ablations standards sous anesthésie générale. Le type d'ablation dépend de votre situation et c'est le médecin qui décide. Avant l'ablation. Pour les deux types d'ablation, le bureau du triage vous appellera pour vous donner la date et l'heure de votre intervention. Vous recevrez ensuite une lettre d'instruction par MyChart ou par la poste. Cette lettre précisera où vous présenter, à partir de quand cesser de boire et manger, quels médicaments vous devriez prendre ou pas, etc. Au besoin, l'unité de préadmission vous appellera pour vous donner un rendez-vous avec un anesthésiste et une infirmière. Ce rendez-vous servira à faire des prises de sang et autres examens si nécessaire, à passer à revue les instructions relatives aux médicaments et à répondre à vos questions. Vous pouvez demander à un proche de vous accompagner pour prendre des notes et poser des questions. Si vous n'avez pas besoin de rendez-vous à l'unité de préadmission, vous rencontreriez l'anesthésiste le jour même de l'intervention. L'ablation complexe, vous aurez des examens d'imagerie diagnostique à passer. La tomodensitométrie est un examen effectué quelques mois à l'avance. Il se fait à l'aide d'un appareil qui tourne autour du corps en prenant des multiples radiographies qui sont ensuite réunies à l'aide d'un logiciel spécialisé pour créer des images en 3 dimensions du cœur et des vaisseaux sanguins. Ce test permet au médecin d'identifier avec précision et exactitude les voies électriques de votre cœur et de déterminer où procéder à l'ablation. Aucun résultat ne vous sera communiqué. L'examen sert strictement à préparer l'ablation. L'imagerie par résonance magnétique ou un IRM est un examen recommandé uniquement pour certains cas, généralement des ablations d'arythmie ventriculaire. Il fournit des images du cœur et de son anatomie, combinées par un système de cardiographie spécialisé. Un échocardiographie transésophagienne ou un ETO. Cet examen sert à détecter la présence de caillots dans le cœur avant l'ablation pour les personnes atteintes de fibrillation auriculaire persistante, de flutter auriculaire atypique et de certaines tachycardies ventriculaires. En général, les personnes atteintes de fibrillation auriculaire paroxystique n'ont pas à passer ce test. Un médicament sera pulvérisé dans votre gorge pour l'engourdir et vous recevrez une sédation par voie intraveineuse pour vous détendre et vous assurer votre bien-être. Une sonde échographique flexible sera insérée dans votre gorge et votre œsophage. Un œsophage, c'est le tube qui relie la gorge à l'estomac. L'extrémité de la sonde sera placée derrière le cœur de manière à obtenir une image de la cavité cardiaque et de vérifier la présence de caillots. Vous passeriez l'ETO dans les 7 jours avant l'intervention. L'ETO prend environ 45 minutes et vous devrez rester en place pendant 1 heure après. Si vous souffrez d'apnée obstructive de sommeil, vous devez rester en place pendant 4 heures après. Un membre de la famille ou un ami doit s'enregistrer avec vous pour l'intervention. Restez à l'hôpital pendant l'ETO et vous reconduire à la maison. Légalement, vous ne pouvez pas prendre le volant. Le test ne sera pas effectué si vous êtes seul. Votre ablation sera donc annulée.
Vous devrez être à jeun à partir de minuit, la veille de cet examen. Les instructions détaillées sur l'ETO sont fournies dans votre lettre d'instruction. Suivez attentivement les instructions pour les médicaments. Le médecin pourrait vous prescrire un traitement anticoagulant 4 à 6 semaines avant votre ablation et vous dire de ne pas prendre les médicaments le jour de l'ablation. Il est très important de suivre ces instructions. Sinon, votre intervention sera annulée. Notez le nom de votre anticoagulant qui vous a été prescrit. Le médecin pourrait aussi modifier ou interrompre certains des médicaments pour le cœur ou antiarythmiques que vous prenez avant l'ablation. Encore une fois, suivez attentivement toutes les instructions. En cas de doute, appelez les services de triage, d'électrophysiologie ou le cabinet du médecin. Si vous avez la fibrillation auriculaire, vous allez commencer un nouveau médicament appelé Tacta ou pantoprazole. Ce médicament est un inhibiteur de la pompe à protons et généralement prescrit aux personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien ou de brûlure d'estomac. Il permet de protéger l'œsophage pendant l'ablation. La chaleur générée pendant l'ablation peut endommager l'œsophage qui se trouve devant le cœur. C'est ce que le Tecta vise à éviter. Si vous prenez déjà un médicament pour les brûlures d'estomac, continuez à le prendre. La journée de l'ablation. Vous devez vous présenter à l'unité de jour. Commencez par vous enregistrer dans l'entrée principale. Prenez l'ascenseur jusqu'au premier étage, puis suivez les cœurs verts au sol jusqu'à l'unité de jour. Vous devez apporter tous vos médicaments dans leur contenant original. L'infirmière vous préparera. Elle vous remettra une blouse d'hôpital, installera une intraveineuse et vous rasera les aines, la poitrine et le dos. Elle fera aussi une évaluation physique et autres analyses de sang au besoin et prendra vos signes vitaux. Vous avez le droit de vous faire accompagner à l'unité de jour par un ami ou un membre de votre famille qui pourra rester à votre chevet jusqu'à l'intervention. La personne devra quitter les lieux pendant l'intervention, mais l'infirmière l'appellera lorsque vous serez de retour dans la salle de réveil et lui expliquera quand venir vous chercher et recevoir les consignes de soins post-opératoires. Assurez-vous que le personnel infirmier a le numéro de téléphone de votre contact. L'électrophysiologiste devrait venir vous rencontrer à l'unité de jour avant l'ablation. Ce n'est pas toujours possible, mais sinon, vous rencontrerez avant l'entrée dans le laboratoire d'électrophysiologie. Votre ablation aura lieu dans le laboratoire d'électrophysiologie. Vous serez pris en charge par une équipe des membres du personnel infirmier, de technologues, de laboratoire et de médecins. Le personnel portera des tabliers de plomb qui les protégera des rayons X. On vous escortera jusqu'à la salle et on vous aidera à vous allonger sur la table d'intervention. Les infirmières mettront des électrodes sur votre poitrine et vous brancheront à un moniteur cardiaque. On apposera aussi des électrodes de défibrillateur. Si vous subissez une ablation complexe, 3 électrodes de cardiographie seront placées sur votre poitrine et 3 sur votre dos. Les infirmières vous installeront confortablement sur la table d'intervention avec des oreillers et des couvertures chaudes. Pour l'ablation standard, vos aines seront nettoyées avec une solution spéciale de bétadine et on vous couvrira ensuite d'un champ stérile, du menton jusqu'aux orteils. Des mesures spéciales seront prises pour vous garder couverte autant que possible. Pour l'ablation complexe, l'anesthésiste vous administrera des médicaments pour vous endormir et un tube sera inséré dans votre gorge
pour vous brancher à un respirateur. Voici à quoi ressemble le laboratoire d'électrophysiologie une fois la préparation terminée. Sur la photo de droite, vous pouvez voir le type d'image que voit votre médecin. Pour l'ablation standard, le médecin vous donnera de la lidocaïne, un anesthésique local pour engourdir la région de l'aine droite. Une fois la région engourdie, il utilisera une petite aiguille pour accéder à votre veine fémorale droite, puis insérera une gaine. Une gaine, c'est un petit tube qui a la longueur et le diamètre d'un stylo, qui va insérer dans la veine. La gaine permet de passer les cathéters électrophysiologiques en toute sécurité et protéger votre veine. Elle est munie d'une valve à une extrémité pour empêcher le sang de s'écouler. Une fois la gaine en place, le médecin insère les cathéters d'électrophysiologie dans la veine fémorale jusqu'au côté droit du cœur, où se trouve le système de conduction électrique du cœur. Les cathéters sont spécialement positionnés le long du système de conduction pour aider à déterminer votre type d'arythmie et procéder à l'ablation. Pour l'ablation complexe, c'est la même chose, mais vous dormez et il n'y a pas autant de cathéters. Durant l'ablation, donc l'ablation standard, le médecin positionne les cathéters le long du système de conduction à l'aide du système de radiographie et des tracés sur les moniteurs. Puis, il va stimuler votre cœur pour induire ou provoquer l'arythmie. Il s'agit de la partie diagnostique de votre intervention, c'est-à-dire l'examen électrophysiologique. Vous sentirez votre cœur battre très vite. Ne vous inquiétez pas, le médecin peut arrêter l'arythmie aussi facilement que la déclencher. Généralement, le médecin ne vous donnera pas de sédation tout de suite, car le médicament pourrait trop vous détendre et empêcher l'induction de votre arythmie. Si on ne parvient pas à induire votre arythmie par la stimulation cardiaque, on vous donnera un médicament pour déclencher l'arythmie. Là encore, il suffit d'arrêter le médicament pour stopper l'arythmie. L'ablation complexe, c'est légèrement différent. Pour la fibrillation auriculaire et le flutter auriculaire atypique, le médecin sait d'où provient l'arythmie. Il passera donc directement les cathéters dans l'oreillette gauche afin de cartographier l'activité électrique de l'oreillette. Nous y reviendrons plus tard. L'approche est similaire pour la tachycardie ventriculaire. Le médecin utilisera le cathéter pour cartographier l'activité électrique dans les ventricules et installera ensuite un cathéter d'ablation et commencera l'intervention. Il y a deux sortes d'ablation. Il y a l'ablation par radiofréquence et par cryoablation, le froid. L'ablation par radiofréquence, les ondes radio sont délivrées par un générateur spécial à travers le cathéter jusqu'à l'électrode au bout du cathéter. Ceci crée une lésion cible ou une zone de dommage d'environ 2 à 3 mm, soit l'épaisseur de 2 à 3 pièces de 10 sous. Les lésions sont larges et profondes. Cryoablation. La cryoablation utilise le froid extrême pour détruire les cellules de conduction anormales. Le type d'ablation est déterminé par votre médecin selon votre type d'arythmie. Donc, pour l'ablation standard, une fois que le médecin aura déterminé d'où vient votre arythmie à l'aide d'un examen d'électrophysiologique, il positionnera le cathéter d'ablation dans cette zone et commencera l'ablation par radiofréquence. Pendant ce temps, vous pourriez ressentir une sensation de brûlure dans votre poitrine. Informez les infirmières si ça devient inconfortable, car pendant cette partie de l'intervention, vous pouvez recevoir une sédation et ou des antidouleurs au besoin. Selon le type d'arythmie, il se peut qu'on doive appliquer plusieurs fois le courant de radiofréquence.
Le flutter auriculaire nécessite souvent plusieurs applications. Une fois l'ablation terminée, il y aura d'autres observations et tests à faire pour vérifier que l'arythmie a été éliminée. Le taux de réussite varie selon l'arythmie et l'anatomie de votre cœur. Pour plus d'informations, parlez-en avec votre médecin. L'ablation complexe. Donc, l'ablation complexe est pour les fibrillations auriculaires, le flutter auriculaire atypique et les tachycardies ventriculaires. Le médecin commence par installer un cathéter spécial pour déterminer où passent les signaux électriques dans votre cœur. C'est ce qu'on voit sur les images ici. L'ablation de la fibrillation auriculaire, un cathéter d'ablation est placé autour des ouvertures des veines pulmonaires afin de bloquer les signaux abnormaux. Cette intervention réduit la fréquence et l'intensité des symptômes. Parfois, une deuxième intervention est recommandée. Pour la tachycardie ventriculaire, le flutter auriculaire atypique et les tachycardies du côté gauche, c'est la même chose. On utilise des cathéters de cartographie spéciale pour localiser le problème, puis on procède à l'ablation. Une fois l'ablation terminée, on effectuera divers tests pour vérifier que l'arythmie est bien disparue. L'intervention se termine une fois que le médecin est satisfait des résultats. Les cathéters sont retirés et la plaie sera fermée à l'aide d'un point de suture. On vous ramènera ensuite à l'unité de jour. Il se peut que vous portiez un masque à oxygène à votre réveil. Le masque sera retiré lorsque vous seriez bien réveillé et que vous respirez normalement. Vous resterez en position allongée pendant 1 heure après la suture de l'incision. Une fois que vous pouvez vous lever, la suture restera en place pendant 4 heures de plus. Vous pourrez manger et boire 1 heure après votre réveil. Si vous avez des restrictions alimentaires, vous pouvez apporter votre propre collation. Informez l'infirmière si vous remarquez des segments ou des gonflements à l'aine. Les ecchymoses ou des bleus et la décoloration sont courantes. Lorsque le point de suture sera retiré, vous devriez rester en position allongée un certain temps. On mettra un pansement sur la plaie. On enlèvera aussi une intraveineuse de votre bras droit. Aide-mémoire avant le congé. Pour les médicaments, vérifiez les instructions relatives à vos médicaments avec votre infirmière et votre médecin avant votre sortie. Il est peut-être utile de noter ces instructions. Les personnes atteintes de fibrillation auriculaire devront continuer à prendre des anticoagulants après l'intervention. Généralement, on vous demandera de prendre les médicaments avant de quitter l'hôpital. Pour les activités physiques, il est important de passer les instructions en revue et de discuter de votre activité spécifique avec votre médecin avant de quitter l'hôpital. Évitez de soulever les objets plus de 10 livres ou 5 kilos pendant 48 heures après l'intervention. Évitez de monter ou descendre les escaliers plusieurs fois par jour. Si vous ne pouvez pas les éviter, montez ou descendez en posant d'abord la jambe non affectée sur la marche. Si vous devez tousser ou éternuer, appuyez sur la plaie en même temps pour la stabiliser. Après 1 semaine, si la plaie est belle et ne saigne pas, vous pouvez reprendre vos activités habituelles. Conduire un automobile. Discutez-en avec votre médecin avant de quitter l'hôpital. Ne conduisez pas ou n'utilisez pas de véhicule motorisé pendant au moins 2 jours après l'intervention. Les règles peuvent varier si vous avez une arythmie ventriculaire. Le retour au travail, discutez-en encore avec votre médecin avant de quitter l'hôpital. En général, si vous travaillez surtout en position assise et que votre emploi ne nécessite pas de travail manuel, vous pouvez probablement retourner au travail après quelques jours. Si vous avez un emploi de nature physique ou qui vous demande de soulever de lourdes charges, vous pouvez peut-être vous absenter plus longtemps.
Là encore, consultez votre médecin. Si vous avez besoin d'un certificat médical, appelez le bureau du médecin qui a pratiqué l'intervention. À la maison, pour les soins de la plaie, gardez la plaie au sec pendant 48 heures ou 2 jours après l'intervention et portez des vêtements amples pendant quelques jours. Ne prenez pas de douche ou ne mouillez pas la plaie. Si le pansement est mouillé, remplacez-le. Retirez le pansement 72 heures ou 3 jours après l'intervention. Surveillez aussi pour des signes d'infection. Des segments, si la plaie saigne légèrement, étendez-vous et appuyez fermement sur la région qui saigne pendant quelques minutes. Si le segment cesse, allongez-vous en gardant la jambe droite et immobile pendant 2 heures. Si vous avez des doutes sur des actions à prendre, appelez la coordinatrice des soins infirmiers à l'Institut de cardiologie. Si vous perdez beaucoup de sang, appelez 911. Ne prenez pas le volant pour vous rendre à l'hôpital et ne demandez pas à un proche de vous conduire à l'hôpital. Sensations courantes, il est normal de ressentir de la fatigue pendant les jours qui suivent l'intervention. Prenez le temps de vous reposer et vous reprendrez graduellement des forces. Vous pourriez ressentir une légère douleur à la poitrine qui devient plus intense quand vous vous couchez ou vous prenez une grande respiration. Elle devrait partir après quelques semaines. Vous pouvez prendre du Tylenol au besoin. En cas de douleur soudaine et intense, obtenez de l'aide médicale d'urgence. Il est courant d'avoir des épisodes d'arythmie pendant quelques semaines ou mois après l'ablation. C'est plus fréquent avec la fibrillation auriculaire qu'avec d'autres arythmies. Et ça peut s'aggraver avant de s'améliorer. Ça ne signifie pas que le traitement a été échoué. Il faut de 2 à 3 mois au cœur pour guérir complètement. Au besoin, appelez le bureau du médecin ou la coordinatrice de soins infirmiers pour des conseils. Si vous présentez des symptômes graves liés à votre arythmie, obtenez de l'aide médicale urgente. Le document de zone de prise en charge, ce document indique quand vous devez appeler le médecin qui a pratiqué l'intervention et quand vous devez consulter un médecin en urgence. Dans la zone jaune, attention, si vous faites de la fièvre, de la température de 38 degrés Celsius ou 100 degrés Fahrenheit, une aggravation soudaine de l'enflure ou des ecchymoses, le bleu, dans la région du point d'insertion des cathéters, ou vous commencez à avoir de l'écoulement de pus au point d'insertion, appelez le bureau du médecin qui a effectué l'ablation. Si le bureau du médecin ne vous rappelle pas ou il est fermé, appelez la coordonnatrice de soins infirmiers pour des conseils. Si votre arythmie revient, mais que vos symptômes sont légers, vous pouvez appeler le bureau du médecin d'électrophysiologiste. Dans la zone rouge, vous devez recevoir des soins médicaux immédiatement, donc composez le 911. Si vous avez des épisodes soudains d'essoufflement ou de douleurs intenses à la poitrine, des engourdissements ou des faiblesses dans un bras ou une jambe, la difficulté à parler ou avaler ou des douleurs lorsque vous avalez, des vomissements, vous crachez ou évacuez du sang, si votre main ou votre pied est très froid ou change de couleur du côté de l'incision, et des segments qui ne s'arrêtent pas malgré la pression appliquée sur la plaie pendant plusieurs minutes. Rendez-vous de suivi. Pour les ablations standards, le suivi se fait généralement 2 à 3 mois après l'intervention. Pour les ablations complexes, vous recevrez un appel du service de diagnostic. On vous demandera de porter un appareil appelé un monitor Holter pendant 14 jours, de 3 à 4 mois après votre ablation. Le bureau du médecin va vous appeler pour vous donner vos résultats et un rendez-vous de suivi. Vous devriez porter à nouveau un moniteur de Holter 6 mois et 12 mois après l'intervention.
Si vous n'avez pas reçu d'appel après 4 mois au sujet de votre auteur, veuillez appeler le bureau de médecin. Veuillez noter que le moment de rendez-vous de suivi peut varier selon le type d'arythmie et intervention. Voici quelques numéros importants pour l'Institut de cardiologie à Ottawa.